tous et bienvenue au symposium numéro 10 sur la formation à distance, les MOOC et les ressources éducatives libres. Ça peut paraître a priori un regroupement un peu hétérogène de sujets, mais en réalité, différentes choses relient ces sujets-là pour nous. Entre autres, de plus en plus, les capsules vidéo qui deviennent des éléments centraux des MOOC, les processus d'ingénierie pédagogique. Ce qu'on a voulu faire dans ce symposium, c'est d'avoir des regards croisés entre chercheurs et praticiens. Donc, c'est vraiment l'éclairage de ce que la recherche pourrait apporter au processus d'ingénierie pédagogique sur ces questions. Alors, nous avons une belle programmation, des activités toute la journée jusqu'à la toute fin. J'espère que vous serez parmi nous jusqu'à la fin. Notre conférencier d'ouverture est M. Daniel Peraya, qui a fait carrière à l'Université de Genève, fondateur du laboratoire TECFA, bien connu chercheur éminent dans la francophonie, mais j'en dirai pas davantage parce que ça va le mettre mal à l'aise. Un collègue et ami belge qui va nous présenter, qui va nous distiller son expertise dans la conférence d'ouverture. M. Peraya. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je voudrais d'abord rectifier ce qu'a dit Bruno, c'est qu'au fond je ne suis pas le fondateur je suis pas du tout le fondateur de TECFA, mais j'ai travaillé depuis le tout début en tout cas. Après je suis content d'être avec vous. J'avais. J'oublie les liens en fait si vous voulez. Alors, au moment où ce symposium s'est organisé, Bruno m'avait dit, mais écoute, on s'était déjà vu avant, parce qu'on était sur des projets communs, donc on était avec des collègues français, belges, suisses et québécois, et puis on exposait chacun nos cadres théoriques, nos objets, notre façon de travailler, et puis il m'avait dit, mais au fond, nous on ne connaît pas bien ce que tu fais, est-ce que tu ne prendrais pas le temps de réexpliquer un peu comment tu travailles, quels sont tes cadres, etc. Alors bon, j'avais dit oui. Et donc ça, c'est un peu l'explication de ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Alors je vais faire très vite un résumé d'une série de choses qui m'ont pris beaucoup de temps à essayer de comprendre, à essayer d'élaborer. Donc ça va être un gros condensé. Donc je réponds à une demande, et cette demande, en fonction d'un peu de la thématique qui était proposée, c'était comment on va de la recherche à l'ingénierie, de l'ingénierie à la recherche. C'était un peu ça mon idée. Et pour faire ça, j'ai repris un certain nombre de travaux, donc un certain nombre de recherches qu'on avait faites, qu'on avait menées à Genève ou ailleurs. Et puis, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est d'abord de vous expliquer dans quel contexte institutionnel et disciplinaire, j'ai essayé de mettre en place un certain nombre de cadres, de références et de méthodologies d'approche, à partir de quel cadre théorique, sur quel type d'objet de recherche particulièrement, avec l'évolution à la fois de ce cadre et de cet objet, et donc nécessairement en même temps, quelles sont les questions de recherche et comment elles ont évolué parallèlement. Et donc m'intéresser à cette évolution pour vous proposer 4 exemples concrets qui datent d'époques différentes, mais qui montrent aussi des rapports différents entre l'ingénierie et la recherche. Alors, je vais commencer par le contexte. Il se fait que pour des raisons historiques et de parcours, j'ai un ancrage disciplinaire qui est plutôt de l'ordre des théories de la communication, de l'information, donc sciences de l'information et de la communication, globalement ce qu'on peut appeler Infocom. Donc c'est une première chose. Ça, c'est un ancrage disciplinaire. Derrière, j'ai un ancrage institutionnel et professionnel qui fait que je me suis très vite retrouvé dans des écoles normales primaires, donc formation d'instituteurs au niveau primaire en Belgique, école normale supérieure pendant 10 ans à Dakar, formant des enseignants du secondaire et des inspecteurs de l'enseignement du secondaire, et puis après dans une faculté de psychopéda, et donc avec des demandes extrêmement différentes de l'ancrage disciplinaire au début, puisqu'au départ, ce que j'essayais de faire, c'était de comprendre comment fonctionnaient les systèmes de communication médiatisés, je sais pas, les médias de masse, la télévision, etc. Et puis une demande très rapide d'institutions de formation qui me disait oui, mais écoute mon ami, il faut que tu nous dises à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est efficace, etc. Et donc j'ai essayé à un moment, pendant très longtemps, d'essayer de faire le pont
entre ces deux piliers, un ancrage sciences d'information et de la communication et par ailleurs impératif demande institutionnelle, ancrage dans des facultés globalement de psychologie et de sciences d'éducation. Alors, juste pour situer un peu l'historique aussi, c'est rappeler simplement qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui sont précurseurs dans cette tentative d'articulation entre les sciences d'infocom et les sciences d'éducation et la psycho. Je pense principalement à Christian Metz sur l'utilisation pédagogique du cinéma dans les années 70-70, tous les travaux de Geneviève Jacquinot Delaunay. Les travaux de Jean Donnet, les travaux de Dieudonné Leclerc par exemple, et puis plus proche de la psychologie, les travaux de Gabriel Salomon. Voilà. Donc ça c'est un peu la perspective dans laquelle je me suis inscrit. Alors le cadre théorique, il est nécessairement multidisciplinaire. Je ne vais pas faire un grand retour sur sur la constellation de concepts qui fondent cette tentative d'articulation. Je vais simplement passer sur deux aspects particuliers. Un, l'évolution du cadre de la sémiologie et globalement de l'infocom, et puis ce que ça implique, comment ça a bougé par rapport à l'évolution des technologies. Alors, ce que je vous dirais au départ, c'est que au niveau des sciences d'information et de la communication, on a d'abord travaillé avec un cadre qui s'intéressait à la compréhension de moyens de diffusion de l'information. En gros, c'était ça. Et puis, premier aspect nouveau, c'est qu'on s'est dit dans les années 70-70, mais en fait, ces moyens de communication, ils ne transfèrent pas simplement des contenus, c'est en fait des systèmes de communication, donc ça produit du sens, et donc on va s'intéresser à eux comme des langages. Et on est arrivé dans une période qui était une période d'approche plutôt sémiotique ou sémiologique. Les choses évoluant, on s'est dit, mais de toute façon, communiquer, c'est pas simplement transmettre du contenu, mais c'est aussi créer, s'intéresser à la situation dans laquelle ce contenu est transmis, pour faire concrétiser simplement à travers une espèce de plaisanterie qui ne fait jamais rire que les linguistes. C'est si je vous dis, mais la cuisine de Dominique est dégueulasse. Quand je vous dis la cuisine de Dominique est dégueulasse, si je ne précise pas le contexte, vous ne savez pas si Dominique est un homme ou une femme, vous ne savez pas si la cuisine c'est l'endroit où il fait à manger, où elle fait à manger, ou si c'est ce qu'il ou elle nous fait à manger. Et donc on est passé comme ça du sens de l'énoncé au sens de l'énonciation, donc du sens dans la situation où les énoncés sont proférés, sont produits. Et puis, après ça, avec l'évolution aussi de la psycho et de la psychocognitive, la sémiologie s'est intéressée à la compréhension, effectivement, des messages. On s'est dit, mais comprendre, c'est comprendre dans une situation, mais comprendre dans une situation, c'est s'intéresser aux mécanismes de compréhension, donc de production du sens, et donc nécessairement la sémiologie ou la sémiotique est allée s'intéresser à ce qui se faisait en psychocognitif, sur les modèles de compréhension, d'interprétation, de production du sens, sur les modèles de construction d'images mentales et de mémorisation de l'information en mémoire, sur le traitement de l'information, etc. Et puis progressivement, on est arrivé à une conception plus large qui est celle de la conception du dispositif, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Mais voilà, donc ça, on a eu cette évolution, on est parti à un moment donné, on s'est intéressé au départ à ce qui étaient les contenus transmis pour arriver à un ensemble complexe de la situation technologique, humaine, sociale, relationnelle dans laquelle cette transmission, ou en tout cas cet événement, cette pratique communicationnelle de formation et de communication avait lieu. Alors, après, du côté des technologies, ce qui s'est passé, c'est que, au départ, quelle était la posture des acteurs ou des sujets qui étaient dans cette situation de communication? Au départ, c'était essentiellement un récepteur. On était dans un système de communication assez standard, avec un émetteur, un message et un récepteur, et on s'intéressait principalement au récepteur en tant que réceptacle de l'information. Et puis, la conception, la posture des sujets et des acteurs du processus changeant, avec les technologies qui changeaient, les récepteurs sont devenus des usagers. Alors, ça c'était déjà un premier pas, et puis avec les environnements complexes qu'on a aujourd'hui, sont devenus des acteurs. Et donc il y a eu un déplacement de la posture et du rapport des acteurs au dispositif lui-même, qui a été relativement important.
Alors je vais revenir sur les informations, sur le cadre de la psycho, des sciences d'éducation, de la formation à distance et de la sociologie des usages. Il est clair que du point de vue des sciences d'éducation et de la formation à distance, d'abord des sciences d'éducation, le terme de dispositif dans les années 70 est quand même devenu largement fondamental et important, donc il a été facilement adopté dans cette tentative d'articulation. Les processus de médiatisation sont depuis très très longtemps utilisés, mobilisés par la formation à distance, donc ça fait vraiment un corps important de ce pilier interdisciplinaire qui est dû aux sciences d'éducation. Après ça, au niveau de la psycho et de la psychocognitive, j'ai dit, mais il y a les problèmes de construction d'image mentale, rapport entre les images matérielles et les images internes, et donc images externes, celles qui sont produites par les dispositifs de communication, et les images mentales internes qui constituent nos processus cognitifs. Du côté de la sociologie des usages, effectivement, à partir du moment où on est dans l'analyse des processus d'appropriation de ces outils, de ces techniques, de cette instrumentation, on était clairement dans la sociologie des usages, et un des modèles importants pour nous a été le modèle de Didier Bacler sur les 4 états du dispositif. Un dispositif prévu, dispositif perçu, dispositif potentiel et puis dispositif incarné réellement tel qu'il est vécu par ses acteurs. Alors, j'ai un peu l'impression d'aller au pas de course, mais si c'est trop vite, vous me dites. Alors, on est arrivé globalement à un objet de recherche qui pour moi est important, c'est le dispositif d'information et de communication médiatisé. Et ce qui fait un peu la spécificité de mon point de vue, de mon regard. Alors, je mets médiatisé au féminin pluriel parce qu'effectivement, c'est à la fois la communication qui est médiatisée et à la fois l'information qui est médiatisée. Alors, je retrace très très vite cette évolution. On est parti d'un contenu médiatisé et c'était vraiment le départ. Conception diffusionnelle, un contenu est médiatisé, il est mis en forme à travers un dispositif médiatique quel qu'il soit. Puis on s'est dit, au fond, la communication, c'est pas simplement diffuser du contenu, mais c'est aussi créer une relation sociale. Et ces deux sont indissociables, donc on a eu à la fois un contenu et une relation qui était médiatisée. On a eu un très gros développement de ce qu'on a appelé la CMO, la CMC, en fait la communication médiatisée par ordinateur, qui était une étape importante. Historiquement, dans la logique, on est passé à un moment donné aux environnements informatisés d'apprentissage humain, donc ce qu'on a appelé en France les EIH, avec la notion d'environnement qui s'est installée. Et là, c'était tout l'apprentissage qui était, en tout cas une partie de l'apprentissage qui était médiatisé, et plus seulement un contenu ou une relation, mais c'était vraiment le processus d'apprentissage qui était médiatisé à travers un dispositif informatisé. Donc, ce qui est important, c'est cette notion d'environnement qui émerge et qui commence à se construire pour arriver à une notion particulière d'activité humaine instrumentée, notamment chez Rabardel, avec pour moi un aspect important, c'est que finalement l'activité d'apprentissage n'est jamais qu'une activité humaine particulière. Et dans ce contexte-là, effectivement, on a eu un énorme rapprochement entre ces théories d'activité instrumentée ou médiatisée chez Rabardel et puis, globalement, cette idée de dispositif de formation et de communication médiatisée. Voilà, donc ça, je suis au point d'arrivée, un premier point d'arrivée en tout cas. Alors je vais revenir très brièvement sur 3 choses qui fondent un peu la démarche. Un, c'est la notion de dispositif ou le concept de dispositif. Je vous mets une longue définition qui est une définition ancienne qui date de 99 mais qui a été reprise et modifiée par Claire Pelletier, qui termine sa thèse et qui la présente en juin, c'était cette année à Genève. Au fond, qu'est-ce qu'il faut retenir? J'ai mis en gras des aspects qui paraissent essentiels pour la définition du dispositif et en italique les apports de Claire par rapport à cette définition originelle en tout cas. Alors, ce qu'il faut retenir la notion du dispositif, au-delà de l'histoire, le rapport à Foucault, etc., mais c'est quand même que c'est un lieu d'interaction sociale, qui organise à la fois du matériel, du symbolique, du technologique et du relationnel, et des acteurs, que les acteurs font partie du dispositif, que ce dispositif répond à une intention de départ de la part de son créateur, de celui qui le met en place, et puis que
les acteurs se l'approprient ou s'approprient une partie de ce dispositif en fonction de leurs propres impératifs, de leur propre culture, etc. Donc un dispositif n'est pas extrême, il est contraignant d'une certaine façon, il produit des effets cognitifs, affectifs, socio-affectifs, relationnels, etc. Mais il ne le fait pas sans la part active de l'acteur qui s'approprie un dispositif d'une certaine façon, et donc le dispositif approprié, incarné réellement, n'est jamais le même que celui qui avait été prévu au départ. Enfin, c'est un peu ça l'idée, mais l'idée c'est vraiment que ça a une influence d'un certain nombre de dimensions sur un certain nombre de dimensions du comportement humain. Voilà, en gros c'est ça l'idée principale. Alors, une des grandes difficultés qu'on a au niveau de la recherche, et c'est pour ça que je fais un temps d'arrêt sur ce diagramme un peu compliqué que je vais construire avec vous progressivement, c'est que quand on analyse les effets dans le courant des recherches sur les effets des médias ou des technologies, on a eu en gros un certain nombre d'écoles où certains disaient mais de toute façon ça ne sert à rien, c'est pas le dispositif technologique qui fait quelque chose, il n'a pas d'effet en lui-même, hein. Bon, c'est le vieux débat de Clark notamment, mais c'est le scénario pédagogique, c'est le rôle de l'enseignant. Puis à côté de ça, il y a des gens qui vous disent mais non, c'est pas vrai, le dispositif change nos comportements de toute façon, on n'écrit plus de la même façon depuis qu'on a des traitements de texte, on communique plus de la même façon depuis qu'on a des SMS, et donc il y a effectivement des modifications de comportement complexes qui sont dues aux dispositifs technologiques à la fois dans la vie, et donc s'ils font ça dans la vie, il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas ça dans l'enseignement, en gros. Entre les deux, la grosse difficulté, c'est d'essayer de reconnaître ou d'identifier dans les effets d'un dispositif de formation global, les effets d'un dispositif technologique ou d'un dispositif technopédagogique particulier. Et donc ça, c'est une question qui est effectivement très très importante et qui méthodologiquement est très très compliquée à trouver. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans sa définition générale, un dispositif, le terme de dispositif convient à tout. Ici, on est dans un dispositif, enfin, moi je suis devant vous, vous êtes assis, moi je parle, vous vous taisez. On est dans un dispositif matériel, relationnel, conventionnel, convenu, on sait comment ça fonctionne. Donc le terme de dispositif s'applique à tout, autant à un dispositif de chat, à un Skype, qu'à une salle de classe, etc. Bon. Alors, comme ça s'applique à tout, il faut quand même trouver des façons d'aborder chacun de ces objets de recherche particuliers. Et donc, ce qu'on avait proposé à un moment donné avec un collègue de Toulon, c'était de dire, ben voilà, on a ici un dispositif de formation, dans tout ce que ça comporte, un dispositif de formation. Ça veut dire les élèves, l'institution, tout ce qu'on appelait avant un système de formation. Voilà, on a un dispositif de formation dans lequel on a ici un environnement technopédagogique institutionnel. Et je dis bien, parce que j'ai mis là ETPI, bon c'est plus facile, dans des grands cercles comme ça, on n'a pas beaucoup de place pour écrire. Donc on a un environnement technopédagogique institutionnel, ce sont nos plateformes, nos environnements virtuels, nos campus virtuels, etc. Dans lequel on a un certain nombre de petits dispositifs particuliers qui sont embarqués par la plateforme. Dans la plateforme, vous avez, je sais pas, vous avez un chat, vous avez un gestionnaire de ressources, vous avez un forum, vous avez une utilité qui s'appelle Leçon dans Moodle, donc vous pouvez construire un parcours, etc. Donc, dans cet environnement technopédagogique, institutionnel, mis en place et géré par l'institution de formation, quelle qu'elle soit, on a un certain nombre de dispositifs embarqués, et puis de plus en plus on a des dispositifs particuliers, petits, qui sont extérieurs à l'environnement technique institutionnel. Ça veut dire de plus en plus on dit à nos étudiants, mais si vous voulez, vous pouvez aller travailler sur Google Docs, et ce sont des environnements, des dispositifs particuliers, mais qui ne sont pas embarqués dans la plateforme. Et de toute façon, si on ne leur dit pas, nos étudiants, ils y vont de toute façon tout seuls. Il y a bien longtemps qu'ils ont compris que c'était plus facile, et plus utile, et plus personnalisable que les environnements institutionnels. Alors ça fait déjà la complexité de l'objet qu'on étudie. Et puis, l'étudiant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se construit un environnement personnel d'apprentissage qui se construit avec un certain nombre de dispositifs particuliers embarqués par la plateforme institutionnelle, avec des dispositifs particuliers non embarqués par la plateforme, mais qui sont quand même, j'ai envie de dire, entre guillemets, autorisés ou préconisés par l'institution. Et puis, on a effectivement,
on a des environnements qui choisissent eux-mêmes à partir de leur environnement personnel, qui sont soit d'origine ou basés sur des TIC, donc sur des dispositifs technologiques, ou bien qui sont simplement du papier crayon en bureau, mais on a tendance en général à oublier que ça existe. Hein. Mais donc c'était simplement pour rappeler qu'on était dans cet objet qui était extrêmement complexe. Alors, sur la complexité de cet ensemble de dispositifs, il y a deux concepts de base. Il y a celui de médiatisation, qui est de l'ordre de l'ingénierie, de la mise en média, de ce qu'on a pu appeler à un moment donné la transposition médiatique. Et puis, on a une perspective qui est celle de l'analyse et de la recherche et qui dit, au fond, moi ce qui m'intéresse, c'est analyser les effets de ces dispositifs médiatisés. Alors, le lien entre ingénierie et recherche, il est là. C'est que chaque fois qu'en tant qu'ingénieur pédagogique, je suis obligé de médiatiser une situation d'apprentissage, d'entrer dans un dispositif de formation, je crée un dispositif qui est incarné, qui va être vécu par les gens. Et c'est ce dispositif que je vais analyser en termes d'effets, que moi j'appelle des effets de médiation. On les appelle comme on veut, ça n'a pas d'importance, mais je les appelle d'effets de médiation parce que le dispositif est en position d'intermédiation entre effectivement le sujet, l'apprenant, les autres apprenants, les objets de connaissance, etc. Et donc l'idée c'est vraiment, chaque fois que je crée un dispositif, quel qu'il soit, je le mets en œuvre, je le mets à disposition d'apprenants, d'usagers et d'acteurs qui vont se l'approprier. Une fois qu'il est approprié, je peux observer les effets, et les effets que j'observe me permettent à redocumenter en arrière, en rétroaction, les démarches de médiatisation que je peux faire. Est-ce que ça vous paraît clair ce que je dis là? Alors c'est bon. Alors je continue. Je vais directement filer vers les exemples parce que je vois que le temps passe. J'ai un chrono ici, j'ai pas réalisé que j'ai un chrono, donc je suis complètement autonome, autorégulé. Tout va bien, je suis vraiment dans le contexte. Quoi. Alors, première illustration que je vous propose, c'est un travail ancien qui portait sur un dispositif qu'on avait mis en place, qu'on appelait l'iconomètre. Alors, qu'est-ce que c'était que l'iconomètre? Au départ, c'était une problématique de recherche. Et là, je pars d'une problématique de recherche, et puis je vais aller après vers les processus d'ingénierie. Je suppose que vous savez qu'une image, malgré tout ce qu'on dit, est loin d'être monosémique. Hein. On dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Ça, c'est ce qu'on raconte, mais en général, une représentation visuelle, s'il n'est pas accompagnée de mots, elle veut dire des tas de choses, mais rarement ce qu'on voudrait bien qu'elle dise. Donc il y a un problème de polysémie et de réduction de la polysémie de l'image. Donc le point de départ, c'était vraiment une problématique de recherche, travailler sur la réduction de la polysémie de l'image dans la mesure où, pédagogiquement, dans des tas de situations particulières, une image devrait être monosémique et donc faire partie de ce qu'on appelle une communication fonctionnelle. Alors, l'idée c'était de travailler sur les registres sémiotiques, donc au fond sur les différences entre les représentations visuelles et les représentations langagières de la langue parlée. L'approche est vraiment une approche sémiocognitive. Les effets observés sont les effets de médiation cognitive, ça veut dire de compréhension des processus cognitifs mis en œuvre par la lecture de la représentation visuelle et les effets d'apprentissage qui en sont liés. Et la posture par rapport aux technologies, aux TIC, c'est encore à ce moment-là une posture de récepteur qui est visée et qui est analysée. Alors le contexte, c'est... alors là je vais sortir, je pense que ça devrait marcher. Voilà. Le contexte, c'est des représentations visuelles d'une méthode d'apprentissage de l'allemand qui était utilisée dans des classes en Suisse, dans le canton de Genève. Et vous connaissez le principe de ces méthodes. On présuppose que parce que l'apprenant reconnaît une image, donc à partir d'un signifiant visuel, il va reconnaître dans sa langue une signification, donc un signifié dans sa langue maternelle, et qui par association avec un signifié de la langue cible, eh bien, effectivement, il va associer le mot, je sais pas moi, chien avec le mot chien en allemand ou en anglais, etc. Donc il y a vraiment cette association entre le signifié de la langue maternelle et celui de la langue cible à travers le signifiant visuel que normalement l'apprenant est censé reconnaître. Alors,
Dieudonné Leclerc à Liège avait fait faire une procédure qui était intéressante pour justement analyser le degré de polysémie d'une image. Ce qu'on a fait nous, c'est simplement le mettre en logiciel et le mettre à disposition de nos étudiants. Je prends simplement un exemple qui vous montre ce qui se passe. Ah ben voilà, cette représentation-ci, normalement, devrait représenter la fleur. Ah ben voilà. Et alors, la procédure est la suivante. On demande aux étudiants de rentrer un certain nombre de significations qu'ils attribueraient à l'image sans leur donner effectivement le sens qui est attendu. On leur demande d'affecter à chacune des hypothèses qu'ils émettent sur le sens de la représentation visuelle un degré de confiance. Ça veut dire, on leur dit, mais tu es sûr que c'est une fleur ou que c'est un mammouth ou un hippopotame à 80%, 20%, etc. Et puis on a deux mesures. On a une mesure objective par rapport à chacune des hypothèses qui est effectivement la fréquence d'une hypothèse ramenée en pourcentage. Ça, c'est une mesure objective, c'est le nombre de fois que l'hypothèse a été formulée. Et puis, on a une hypothèse subjective qui est le degré de confiance que chacun accorde, enfin, c'est le degré moyen de confiance que chacune des personnes qui a voté pour cette hypothèse-là, qui a proposé cette hypothèse-là, c'est le degré de confiance moyen. Mais c'est une mesure subjective. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la signification attendue était la fleur. Vous la voyez ici. Alors c'est intéressant parce que c'est normalement une représentation qui est assez bonne hein, par rapport aux tests et aux épreuves interjuges, puisqu'on est effectivement à une fréquence quasiment de 80% et un degré de confiance sur l'hypothèse qui est près de 80%. Donc on est dans un taux de 80% qui est assez correct par rapport au coefficient ou pourcentage attendu dans les épreuves interjuges. On a trois autres hypothèses qui sont concurrentes mais qui sont marginales. Elles sont reconnues chaque fois citées pour 20%, donc c'est assez marginal, c'est assez faible. Mais alors c'est intéressant parce que il y en a une qui dit l'éclosion, il y en a une qui dit l'éclosion c'est au fond simplement quelque chose, une image assez concrète, encore qui décrit ce que vous avez vu. On a après le printemps qui est quand même un degré d'abstraction et de généralisation plus élevé, et puis alors on a après la croissance qui est encore finalement une catégorie conceptuelle surordonnée, donc encore plus haute, mais qui sont trois interprétations qui sont fausses. Et alors c'est intéressant parce que quand on regarde, on comprend bien, on voulait simplement on voulait montrer que c'était une fleur. On n'a pas besoin de montrer le processus en 3 étapes. Et donc on a très vite la compréhension de ce qu'il faudrait faire pour modifier l'image, pour arriver à une compréhension qui soit plus monosémique encore. Donc, voilà, donc ça c'est une idée, un premier exemple. On est parti vraiment d'une question de recherche particulière sur comment réduire et quels sont les mécanismes de compréhension de l'image, de la représentation visuelle par rapport à la représentation linguistique. On voit que très vite, dans un cas particulier, on a des dispositifs qu'on peut réinvestir dans la production de représentations visuelles meilleures pour effectivement arriver à des types de communication plus fonctionnels. Donc ça c'est le premier exemple. Je vais vous en proposer un second, parce que je crois que je ne parviendrai pas à faire les 4. Je vais repartir. Si je peux aller là, ça devrait aller, s'il veut bien. Extraordinaire. Alors ça c'est le premier exemple. Je vais vous prendre un second exemple qui est un exemple inverse. Je suis parti d'une décision d'ingénierie, qui est une décision institutionnelle que je vais vous contextualiser, et je vais voir quels sont les effets de cette décision d'ingénierie sur un certain nombre de comportements d'étudiants, etc. Alors c'est le changement d'environnement virtuel de travail. À l'époque, je travaillais, c'était dans le cadre de l'UCL, donc du département d'information et de communication, des sciences de communication à l'UCL en Belgique, à Louvain-la-Neuve. Ce département avait été un des premiers à avoir fait un site web institutionnel pour la faculté et pour ses cours, et donc il avait très longtemps refusé d'entrer dans la logique du campus virtuel mis en place quelques années plus tard par l'institution, donc par l'Université catholique de Louvain, avec son logiciel qui était Caroline. Et donc, à un moment donné,
le département de communication sociale dit ben, ça va, on a eu notre site web, on sait que ça fonctionne, on va se ranger du côté de l'institution et on va adopter le dispositif Claroline qui était un véritable environnement intégré, campus virtuel tel qu'on le connaît, alors que avant c'était simplement un site web, un serveur de fichiers avec des applications comme un forum lié, etc. Mais ça n'avait rien de ce campus intégré, de ce campus virtuel. Donc ça, ce qui est étudié là, c'est les effets de cette décision de changement d'environnement virtuel de travail et d'environnement technopédagogique sur le comportement des étudiants. Donc l'objet, c'est vraiment l'environnement technopédagogique dans son ensemble et par ailleurs un certain nombre de dispositifs particuliers embarqués dans cet environnement technopédagogique global. L'orientation, c'est vraiment l'analyse des usages dans un dispositif approprié, vécu, tel qu'il est vécu par les apprenants. L'approche est nécessairement dispositive. Les effets qu'on cherchait, c'était les effets sur toutes les formes de médiation du comportement humain, que ce soit cognitive, relationnelle, métaréflexive, etc. Et puis la posture, c'est clairement là, la posture visée à travers lesquelles on visait les étudiants, c'est vraiment une posture d'acteur actif s'appropriant un dispositif. Alors, je fais du contre-la-montre. Premier aspect, je vous définis le contexte. Donc je vous ai dit, c'est le changement d'environnement virtuel en 2006. Je m'occupais d'un cours, je suis passé d'un site web à un environnement de type Claroline. La scénarisation du cours était exactement la même, travail de groupe, pédagogie de projet, etc. Fonction de production, donc les travaux qui remettaient étaient nécessairement médiatisés, à la fois par le texte et à la fois par des présentations visuelles ou même de la production multimédia. Mais les fonctions de production étaient intégrées à l'environnement virtuel de travail. Alors, en gros, méthodologiquement, mais c'est pas très important pour ce que je vais montrer, les données sont des données déclaratives, donc c'est ce que nos étudiants racontaient de leur expérience d'apprentissage à travers leur journée de bord. C'était analysé classiquement avec des méthodes d'analyse catégorielle de contenu. Il y a eu une approche longitudinale parce que le travail a été fait pendant 5 ans. On a suivi les étudiants pour voir comment ces représentations évoluaient. Alors, dans les effets observés, d'abord, du point de vue d'une médiation praxéologique, ça veut dire comment leur activité se modifie, comment elle évolue. Ce qui est extrêmement important, c'est que le temps de travail à distance a été réellement en augmentation par rapport au travail dans le site web. Donc effectivement, il y a sans doute un effet du dispositif et de son intégration, le fait de participer à un environnement commun. Tous les dispositifs réseau, quels qu'ils soient, ont connu une augmentation leur temps de travail, la façon dont les gens les utilisaient, c'était plus souvent, plus fréquemment, etc. Mais ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'au fond, en général, ils avaient une meilleure appropriation de dispositifs qui n'étaient pas ceux du dispositif institutionnel. Ça veut dire qu'ils travaillaient plus avec des dispositifs non institutionnels qu'avec les dispositifs embarqués dans la plateforme, sauf pour les travaux de groupe qui étaient obligatoires. Donc, mais effectivement, il y a eu un effet réel sur l'appropriation des dispositifs, mais à l'extérieur de l'environnement institutionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a observé d'autre? Une très grosse différence au niveau du sentiment d'appartenance, à la fois au groupe et au sein de la communauté même de l'université. Effectivement, tous les cours n'étaient pas des cours du département d'Infocom, donc effectivement ils allaient chercher des cours ailleurs, donc ils avaient une connaissance effectivement du cours et de l'environnement Claroline par d'autres cours, mais effectivement il y a eu une perception d'appartenir à un groupe particulier d'usagers de Claroline par rapport à l'usage dominant. Ça, je pense que c'est un effet de scénarisation et donc un effet du dispositif de formation plutôt que du dispositif environnement technique ou technopédagogique. Ils ont tout ce qui est de l'ordre de la reconnaissance de la relation et de l'interaction a été en forte augmentation par rapport au département, à l'usage du site. Tout ce qui était de la production
les productions étaient plus intégrées. Ça veut dire qu'ils devaient travailler dans un wiki, donc ils pouvaient se lire, se corriger mutuellement. Et donc là, on a à la fois un effet de scénarisation et à la fois un effet d'un dispositif particulier. Voilà. Donc je vous donne que ces deux exemples-là, mais il y en a un qui montre qu'on peut partir d'une question de recherche pour arriver à de l'ingénierie, et là, de montrer qu'au fond, finalement, l'ingénierie modifie les conditions du dispositif de formation et d'usage, d'appropriation d'usage. Voilà. Je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais j'espère que je vous en ai dit assez. Et puis je vous remercie.